Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore sur votre plateforme Séné Plus pour ce 4e numéro des Enjeux 2019. Enjeux 2019 qui est la version de Sans détour pendant cette campagne de la présidentielle au Sénégal, présidentielle qui a lieu le 24 février. On est encore seulement au 5e jour de cette campagne électorale. Les candidats parcourent le pays, ils y sont tous. Ils reviendront certainement à Dakar et repartiront encore pour refaire le tour du pays. J'ai l'immense plaisir de recevoir un invité avec qui nous espérons pouvoir faire le programme et faire le comparatif de ce que propose le candidat Ousmane Sonko. Il sera interrogé avec Souleymane Kane, un habitué de ces plateaux. Souleymane, bonjour et merci d'être là. Bonjour Abdoulaye et merci pour l'invitation. Bonjour au docteur Camara. Souleymane, journaliste. Il sera avec Mohamed Gueye, qui, je le précise, nous aidera certainement dans le profil de l'invité sur les questions économiques. Je suis très intéressé et très enthousiaste, bien sûr, de partager ce plateau avec Mohamed, qui est une des références de la presse en matière de presse économique. Mohamed, merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci Ablaye de m'avoir invité et c'est un plaisir d'interroger M. Camara dont on connaît la profondeur sur les questions économiques et je suis l'une des rares personnes qui m'était un peu déçue de le voir trébucher sur les pentes boueuses de la politique, mais c'est la vie aussi. Absolument. Merci beaucoup. Merci de vous. Boubacar Camara est notre invité. Boubacar Camara, je ne sais pas par quelle casquette je commence ou quelle casquette on met en avant. En tout cas, c'est le directeur de campagne, le superviseur général de la campagne, superviseur central ou général? Général. Superviseur général du candidat Ousmane, de la campagne du candidat Ousmane Sonko. Boubacar Camara est ancien au cadre de l'administration, ancien directeur général de la douane, inspecteur général d'État, et je ne suis toujours pas exhaustif sur ses états de service. Boubacar Camara, merci d'avoir accepté notre invitation. Finalement, vous n'avez pas été retenu dans les 27 qui ont candidaté pour participer à cette compétition électorale. Qu'est-ce qui fait que votre choix se porte sur Ousmane Sonko? Est-ce que vous avez des accointances? C'est le besoin? Parce qu'Ousmane Sonko a placé quand même son combat sur la transparence, sur l'équité, la justice et surtout la bonne gouvernance. Est-ce que c'est la trame de ce qui vous unit aujourd'hui? Merci. Bonjour, monsieur Abdoulaye Cissé Camara. Je vais ajouter Camara. Je vous le concède. Pour vous rappeler votre lien d'esclavage qui ne va pas finir le temps de l'émission. Monsieur Gueye également, bonjour. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Monsieur Kane. Et je vous remercie de l'accueil et de m'avoir invité à votre émission qui est en train de faire son chemin. Aujourd'hui, la casquette que je porte, c'est la casquette de superviseur général de la campagne d'un homme qui a fait un chemin depuis 5 ans dans la politique, qui s'est imposé, qui a fini par convaincre beaucoup de Sénégalais que c'est un homme qui mérite d'être écouté. Et nous avons eu la chance, effectivement, de le côtoyer, d'avoir beaucoup discuté avec lui, de l'avoir compris, d'avoir perçu son honnêteté et sa sincérité dans son engagement, d'avoir tâté l'ampleur des sacrifices qu'il a consentis pour s'engager de la façon la plus nette possible, sans ambiguïté, du côté du peuple. C'est un point commun que nous avons, le respect des biens publics, le respect de la parole donnée et également un homme très ouvert aux réformes sur le plan économique. Tout ça a fait que lorsque il a été question d'accepter le sort organisé par Macky Sall pour éliminer des candidats, nous n'avons pas hésité un instant à le soutenir pour ensemble continuer le combat que nous avons en commun. Ça aurait pu être un autre parmi les 4 candidats de l'opposition, puisque je suppose que vous excluez de toute façon d'être en discussion ou en négociation avec le candidat du camp présidentiel. Mais évidemment, ça aurait pu être un autre, parce que le soutien n'est pas un soutien personnel, c'est un soutien d'une organisation. Je suis le président du mouvement Diengu, Guirdiéry Sénégal, qui s'est réuni en directoire élargi, et la discussion a été ouverte après le bureau politique, et largement
les militants ont choisi de soutenir Sonko. Et évidemment, un candidat de l'opposition que nous avons le plaisir de soutenir, que nous avons le plaisir d'aider à bâtir une machine à gagner, et nous voulons être cette belle surprise de ces élections en juin 2019. Boubacar Camara, vous le savez, l'Internet a ceci de particulier qui permet de visualiser ce que nous sommes en train de faire jusqu'à l'éternité. Au moment où nous nous parlons, un fait majeur, on peut le qualifier ainsi, se produit. L'arrivée du président Abdoulaye Wade en pleine campagne électorale. C'est un fait majeur puisque aussi bien son camp que d'autres représentants de candidats engagés, en tout cas qui étaient candidats à cette élection, se sont rendus à l'aéroport pour l'accueillir et pour écouter son message. Est-ce que cela vous intéresse de savoir ce que le président Abdoulaye Wade va dire? Est-ce que vous êtes au nombre de ceux qui attendent quand même qu'ils soutiennent votre candidat? Est-ce que tous les soutiens sont les bienvenus pour vous? Alors, l'arrivée de Maître Wade dans les conditions que vous savez rend compte de deux choses. De l'échec du président Macky Sall, qui n'a pas réussi à le faire oublier après 7 ans. Vous battez un candidat à 65%. Et aujourd'hui encore, Maître Wade a inscrit son immortalité sur le dos de Macky Sall. Il continue à faire partie du jeu, il continue même à rythmer le jeu. Ça, c'est un échec. Beaucoup de personnes qui avaient voté pour le changement en 2012 se posent des questions. Se sont-ils trompés? Se sont-elles trompées? Est-ce que Macky Sall était le bon choix? Et aujourd'hui, si vous voyez l'éclatement de la coalition de Macky Sall, il y a beaucoup de gens qui étaient avec lui, qui ont quitté, qui ont été dans son gouvernement, qui ont été même Premier ministre avec lui, qui ont été dans sa coalition et qui se sont radicalisés dans l'opposition. Ça montre que la force de Macky, de Wade, à partir de 2012, s'explique par la faiblesse de Macky. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, Maître Wade mérite d'être accueilli. C'est un accueil mérité parce que c'est le père de la démocratie sénégalaise. Il s'est battu pour beaucoup de choses. Il s'est battu pour qu'il y ait un isoloir. Il s'est battu pour qu'on vote avec une pièce d'identité. Il s'est battu pour qu'on vote avec de l'encre indélébile. Il s'est battu pour qu'on vote dans des conditions transparentes. Jusqu'au moment où on a eu un dispositif électoral, il a gagné sur Diouf. Macky, sur la base de ce dispositif, a gagné sur Wade. Et aujourd'hui, il a mal. Il a mal de voir tout ce travail qui a été bâti pendant des dizaines d'années avec des professeurs, des sociologues, des gens qui sont même morts dans ce combat. Ce système remis en cause calmement, unilatéralement par le président Macky Sall. Il a mal de voir son bébé égratigné qui saigne. Il se dit, malgré mon âge, malgré la faiblesse liée à tout le combat, à toutes les cicatrices qu'il a eues, je viens pour marquer un point. Et historiquement, comme vous l'avez dit, c'est une date à marquer. Il a fait des constats que nous partageons. Il a fait des propositions sur lesquelles notre candidat, le président Sonko, se prononcera le moment venu. Mais nous avons une très grande affection pour son combat, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait pour le Sénégal. Ousmane Sonko cherche encore le soutien du président Wade? Nous cherchons le soutien de tous les Sénégalais. Nous cherchons le soutien de tous les Sénégalais. Nous cherchons le soutien des jeunes, des femmes. Et nous leur proposons un soutien, nous leur proposons un projet de société. Nous leur proposons une rupture. Et tous ceux qui peuvent nous aider à le faire sont les bienvenus. Particulièrement Maître Wade, avec ce qu'il représente. Boubacar Camara, merci pour cette entrée en matière sur des questions d'actualité, comme on les appelle. Nous essayerons de reposer notre émission sur 2-3 thématiques, si le temps nous le permet, bien entendu. Nous parlerons d'économie sociale, bien entendu, liée à ce qui fonde la structure de notre économie sociale, l'agriculture essentiellement. Nous parlerons en fin d'émission certainement de leadership
de ceux qui aspirent à diriger ce pays. Nous évaluerons avec vous ce qui peut être le leadership de Ousmane Sonko dans l'Afrique, mais sur la géopolitique internationale plus globalement. Nous allons quand même aborder l'actualité de Ousmane Sonko qui traîne comme un boulet, ça dépend de comment on le voit, cette affaire dite des 94 milliards qu'il a lui-même soulevé, je précise quand même par honnêteté intellectuelle, qu'il a soulevé et s'est référé à la justice quand même pour tenter de l'éclaircir. Est-ce qu'aujourd'hui, cette campagne se déroule comme vous l'aviez prévu? Finalement, cette affaire, est-ce que c'était l'idéal de le soulever avant d'aller en campagne? Ça traîne depuis le mois de mai 2017 quand même, mais il le traîne encore. Ousmane Sonko a été révélé d'abord par son administration. C'est quand même pas courant que dans des administrations fiscales qu'on ait des gens anti-système qui viennent dire que ça ne se passe pas comme ça, que la répartition est inégale. Il a été dans le syndicat, il s'est battu, respecté par ses pairs, porté à la tête de ce syndicat, connu pour ça. Il a travaillé pendant plus de 15 ans dans ces administrations. On ne peut pas traverser des décennies dans une administration comme ça et cacher des tares. Ça n'est pas possible. Il a enjambé pour aller en politique avec un discours encore plus cohérent, encore plus tranchant sur la contestation, le pétrole, le gaz. Ils ont voulu enterrer ce dossier pendant des mois. Ils ont fini par décréter qu'il ne fallait pas en parler. Ils ont fini par en parler. Par mal en parler, mais par en parler. Il s'est imposé dans la contestation. Tout le monde a dit, Ousmane Sonko, il ne fait que de la contestation, il ne fait rien, qu'il révèle des secrets d'État, etc. Il est allé plus loin, continue à parler au peuple. Il a sorti un livre Vision, Solution, pour expliquer comment il voit le monde, comment il voit le Sénégal, y compris sur le leadership en Afrique. Tous ces éléments qui ont été abordés. On a commencé à se dire, ça commence à être sérieux. Et après, il a continué son combat pour dire, je vais vous proposer un programme. Mais attention, n'oubliez pas que les ressources sur lesquelles nous nous fondons pour faire notre pays, les leviers que nous allons activer, les leviers sur la fiscalité, sur les ressources, etc., ne doivent pas être dilapidés. Et chaque fois que ces ressources sont dilapidées, ou des complots sont nourris pour les dilapider, il les dénonce. Et c'est dans ce cadre, comme tout autre dossier, il a dénoncé la question des 94 milliards, qui n'est pas en termes de campagne. Ceux qui sont gênés par cette question-là, c'est ceux qui s'agitent et qui sont concernés. Ça ne fait pas partie de notre thème de campagne. Notre campagne, c'est de proposer notre programme aux Sénégalais. Leur dire quelles sont les valeurs qui sont tombées, qui font qu'aujourd'hui, on va vers le but. Comment fait-il qu'un pays aussi riche que le Sénégal, qui a toutes les ressources, pétrole, gaz, zircon, qui a les ressources humaines qu'il faut bien former, qui a un environnement stable et tout, se retrouve avec des populations pauvres, qui ont des difficultés pour s'alimenter? Est-ce que vous savez que les statistiques de l'ANSD montrent que 35,5% des Dakarois ont des difficultés pour manger suffisamment? Qu'en milieu rural, c'est 56%. Et qu'en moyenne, 49,2% des Sénégalais ont des problèmes pour vivre correctement, pour manger correctement, des ménages. Voilà ce qu'ils nous ont promis. Devant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Constater l'échec et se battre. Et c'est dans cette perspective que Ousmane Sonko a proposé des solutions très claires. Que faut-il faire? Il faut reprendre la souveraineté. Ce discours d'indépendance est un discours fondamental parce qu'il n'est pas dans le leur. Vous ne pouvez pas développer un pays alors que tous les leviers des richesses ne sont pas entre vos mains. Même si vous avez une croissance élevée et que cette croissance n'est pas inclusive et ne permet pas d'améliorer la vie des populations, vous n'avez rien. C'est la première vérité. C'est la première rupture de Ousmane Sonko. Et c'est ça qu'il explique aux populations. Il leur dit, voilà, vous les paysans, voilà comment vous vivez, voilà pourquoi vous vivez comme ça. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent investi dans votre secteur.
Néanmoins, excusez-moi, néanmoins, sur ce point, on a quand même certains problèmes. Le diagnostic est fait, le diagnostic est posé, il peut être plus ou moins accepté. Mais quelles sont les solutions? Les solutions, la reprise de l'indépendance économique, par quel biais, par quel levier? Aujourd'hui, le discours d'Ousmane Sonko, que vous assumez aujourd'hui, semble dire tout est la faute de la France, tout est la faute de l'extérieur. La faute de la France. Qu'est-ce qu'on leur propose? Reprenez, renationalisez. Sonko n'a jamais dit ça. Sonko n'a jamais dit que tout est la faute de la France. Ah si, non. Un moment, même pour être caricatural, Sonko, député à l'Assemblée nationale, disait qu'il ne prenait pas les bons d'essence qui lui étaient octroyés parce que les bons d'essence étaient estampillés Total et que lui ne voulait pas se servir chez Total qui est... Non, ce n'est pas parce que c'est la France. Non, c'est ça. Quand vous avez un adversaire politique redoutable, c'est élémentaire dans les stratégies politiques, c'est essayer de le discréditer, de le présenter comme un enfant qui n'est pas mûr, comme quelqu'un qui est anti-français ou anti-ceci, anti-cela. C'est comme ça qu'on le présente. C'est une caricature. C'est une caricature qui ne marchera pas. Parce que Sonko est un homme intelligent. Il a fait des études. On le présente comme un homme politique qui critique. C'est quelqu'un qui a fait ses études ici. Coranique, scolaire, universitaire, qui a fait l'ENA, qui a été major de sa promotion, qui a servi dans des postes sensibles pendant 15 ans, qui a contrôlé de grandes industries, qui a fait qui a participé à beaucoup de réformes ici, dans des ateliers, dans des commissions, qui sait très bien ce qu'il dit. Moi, je l'ai beaucoup approché. Donc, ses adversaires le critiquent beaucoup pour n'avoir pas l'étoffe. Mais justement, il est jeune. Néanmoins, jusque-là, je n'ai pas encore reçu la réponse. Je viens à la réponse. Il est jeune. L'étoffe qu'il a, par rapport à son âge, c'est déjà particulièrement acceptable. Et c'est un homme ouvert à la discussion, qui n'est pas du tout fermé à la critique et qui s'améliore. Et vous l'avez vu. Vous l'avez même vu dans sa communication, dans sa façon d'agir, comment il est en train de s'améliorer. Lui, il a dit, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, qui est responsable du fait que nos richesses ne profitent pas au Sénégal? Il a dit, ce sont des dirigeants. C'est ça sa critique. C'est nos dirigeants qui ont mal négocié nos ressources. C'est nos dirigeants qui ont fait en sorte qu'ils n'aient pas mis de l'avant les intérêts de ce pays, et moi je mets les intérêts de ce pays. Sur la question des bons de carburant, il y a des sociétés sénégalaises qui font la même chose. Pourquoi une Assemblée nationale sénégalaise ne s'adresserait pas à des sociétés sénégalaises qui font la même chose? Ils l'ont caricaturé. En France, vous ne verrez jamais le gouvernement français acheter un véhicule de marque BMW pour son gouvernement. Le gouvernement français fabrique des véhicules. Mais justement. Mais le Sénégal ne fabrique pas de véhicules. Le Sénégal quand même a des sociétés. Il y a des sociétés sénégalaises qui font du carburant. Et ça, c'est anecdotique. C'est très anecdotique. C'est anecdotique. Ce qui est important dans la philosophie de Sonko, c'est de dire, si nous voulons nous développer, première vérité, reprenons les choses en main. Quelles que soient les mains dans lesquelles ça se trouve, que ce soit entre des Français, les mains des Français, des Chinois et tout ça, il faut les reprendre en main. Négocier à mémoire égale, pas couché, pas accroupi, pas debout. Du moins debout, face à face. Quel est l'intérêt du Sénégal? Quel est l'intérêt de la France? Sur telle question, comment on fait pour réajuster les choses? Il y a un déséquilibre tel qu'il faut rééquilibrer les choses. C'est ça la politique de Sonko. Maintenant, dans la communication, sur certaines questions, dans la façon de le présenter, par-ci par-là, dans la façon de le retourner, il peut y avoir des couacs par-ci par-là. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Donc la première solution, c'est de reprendre en main nos ressources fondamentales. Et ensuite, les leviers. Nous avons des leviers que nous n'utilisons pas. Le levier fiscal, on est à un taux de pression fiscale de 16%. On peut aller jusqu'à 20%. Mais vous voyez l'endettement, on a choisi la solution facile de l'endettement excessif. On a un endettement excessif au Sénégal. Et l'argument qui nous servent, c'est toujours dire, oui, on peut aller jusqu'à 72%, on est à 48%. Vous allez vers le mur, on n'attend pas que vous soyez au mur. La question de la pression fiscale, elle est peut-être, vous la trouvez assez faible, ça m'étonne quand même, mais la pression fiscale, elle est
assez faible aussi parce que l'assiette n'est pas large. Mais exactement. Lui, ce qu'il dit dans son livre et dans le programme de Sonko, il dit, battons-nous pour élargir l'assiette. Réduisons l'impôt pour les couches qui ont moins de revenus et faisons en sorte que tout le monde paye du peu qu'il a. On aura un élargissement. Mais pour augmenter le revenu fiscal, il faut faire les réformes. Ils ne font pas de réformes parce que c'est des paresseux. C'est un État paresseux. Un État paresseux préfère aller s'endetter en utilisant le cadrage macroéconomique correct d'un pays, aller au Club de Paris, avoir des lignes de crédit, au lieu de faire les réformes qu'il faut. Le secteur informel, les réformes sur l'optimisation fiscale, les réformes pour la localisation de l'impôt, comment on doit collecter, comment faire que l'immobilier, les niches fiscales qu'il faut aller chercher. C'est ça que l'État n'a pas fait. Et il parle en connaissance de cause. C'est un garçon brillant, je vous dis. Et il a expliqué clairement, point par point, niche par niche, comment on peut récupérer l'argent et chiffrer. Chiffrer. Moi, j'ai discuté avec lui. Je ne m'engage pas à la légère dans un combat comme ça. Parce que moi, je combats pour personne. Je combats pour mon pays. Donc, voilà des propositions concrètes qu'il peut mettre en œuvre en plus et qu'il est disposé à mettre en œuvre. Alors, M. Camara, moi, je voudrais un peu revenir par rapport à votre adhésion à Sonko 2019. Sonko est un anti-système. Peut-être il est présenté comme ça. Et lui-même, dans votre discours tout à l'heure, vous avez dit que Sonko est un anti-système. Alors moi, je voudrais savoir si vraiment vous êtes à l'aise quand vous défendez Sonko ou quand vous êtes allé adhérer à Sonko 2019, êtes-vous vraiment à l'aise? Compte tenu de votre parcours, vous avez été au cœur du système et Sonko est en train de combattre ce système. J'ai le même parcours que Sonko, exactement le même parcours. À un moment donné de notre vie, nous avons travaillé comme hauts fonctionnaires dans l'État et nous avons assumé des fonctions. Ça, ce n'était pas dans la politique. Aujourd'hui, on est dans la casquette politique. Il faut une rupture. Ce qu'il appelle le système, c'est justement cette organisation acceptée, pas seulement par des politiques, à part tous les réseaux, et qui arrange une partie de la population qui s'enrichit, qui vit bien, alors que une autre partie de la population est en train de se battre tous les jours pour la dépense quotidienne. C'est ce système qu'il faut casser. Appelez ça comme vous voulez, présentez-le comme anti-système, faites peur à ceux que le système arrange. Nous, ça ne nous fait pas peur. Je suis totalement à l'aise et je n'ai pas l'air de quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec Sonko. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté à sa coalition? Je ne sais pas ce que je vais apporter. Lui, il me dira. Qu'est-ce que vous avez apporté? Parce que vous êtes venu dans une structure qui existait déjà. Vous êtes venu vous fondre dans le moule. Alors, tout à l'heure, en vous écoutant, vous avez relaté ce que Sonko a dit dans son livre Solutions, que nous avons parcouru. Alors, est-ce que vous, en venant, quelle est votre contribution dans le panier? Alors, nous, comment on est venu d'abord? Les critères qu'on a fixés, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays, Sonko? Indépendamment de ce que nous avions, toute la documentation, nous l'avons suivi, on a discuté avec lui depuis longtemps, avant même qu'on s'engage en politique et tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, on a des fondamentaux. Sur les fondamentaux, on est d'accord. C'est tout. C'est pas qu'on vient apporter. On dit la croissance économique au Sénégal. Pour nous, les moteurs de la croissance ne permettent pas d'avoir une croissance qui rapporte la pauvreté. Quels sont les moteurs de la croissance que vous avez choisis? On est d'accord sur ça. Il faut investir dans l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat, la culture. De sorte qu'on puisse créer de l'emploi. Valoriser les chaînes de valeur, toutes les chaînes de valeur. Industrialiser. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans la politique de Sonko. L'industrialisation à tous les niveaux. L'industrialisation primaire avec la transformation rudimentaire pour la vie familiale et tout, pour se passer de l'importation. L'industrialisation avec les produits issus de la terre, avec la fabrication des produits pour se passer de l'importation, et la grande industrialisation dans le cadre d'une intégration africaine. Nous sommes à 100% d'accord dessus. C'est la stratégie de croissance accélérée. Ce n'est pas une accélération, il faut recommencer. Non, en fait, c'est un programme qui existait du temps de Wade. Non, justement, ça n'existait pas du temps de Wade. Ce qu'ils ont essayé d'accélérer, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et cette accélération a donné les résultats que nous connaissons. Et quand ils se sont rendus compte, justement, que la croissance qu'ils ont obtenue n'a pas beaucoup profité aux populations, ils ont mis en place des programmes d'urgence. Programme d'urgence, développement communautaire, PUMA, programme d'urgence pour les axes frontaliers, DER, développement rapide, etc.
Parce que simplement, ils se sont rendus compte que malgré le fait qu'ils disent qu'ils ont une vision sur 35 ans, ils sont obligés de se battre pour des programmes accélérés. Comment pouvez-vous faire un programme accéléré si vous avez un programme, une vision sur 35 ans, programmée, planifiée, etc. C'est un tâtonnement économique. C'est quand même des programmes très contextuels, on va dire. Mais justement, et puis localisés, qui ont un impact vraiment très faible par rapport à l'évolution globale de l'économie du Sénégal. Et c'est pour ça que les Sénégalais se disent, mais moi en 2012, ça allait beaucoup mieux, mais aujourd'hui 2019, je vais mal. Et pourtant, le pays devient plus riche. Et donc, c'est ça qu'il faut rompre. Et c'est ça la force de Sonko, d'avoir pu mettre le doigt sur ça. Et ça fait mal. Parce que tous les gens qui critiquent, qui sont contre et tout, mais ça ne les arrange pas. Ça nous arrange qu'ils soient mal, qu'ils aient mal. Notre invité, oui, je voulais revenir sur la renégociation des contrats. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on s'engagera dans cette dynamique-là, le Sénégal ne va pas vers des problèmes d'arbitrage ou de problèmes de justice? Alors, la question de la renégociation des contrats, je sais que c'est une question très sensible, parce qu'un État est engagé indépendamment des dirigeants à un moment donné. C'est un engagement de campagne de Ousmane Sonko, précisément. Oui, non, je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Ce n'est pas seulement un engagement de Ousmane Sonko, c'est la philosophie de Ousmane Sonko. Faire en sorte que l'intérêt du Sénégal soit mis de l'avant. Et je suis d'accord avec ça. Maintenant, comment il faut le faire? Quand vous signez un contrat, ce qu'on appelle les contrats d'État, surtout avec des sociétés privées, à un moment donné, il faut faire l'état des lieux. Il faut d'abord examiner le cadre juridique qui a permis de signer ces contrats, le revoir. Vous faites une réforme du cadre juridique. Aujourd'hui, ils ont fait une réforme du code pétrolier, qui est une réforme incomplète. Donc, Ousmane Sonko va forcément revoir le cadre. Il va revoir le cadre qui, pour l'avenir déjà, va garantir une bonne exploitation de nos richesses. Est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien? Ça c'est un courage pour que demain, ce ne soit plus possible. Maintenant, vous allez me dire, quid de ce qu'on a déjà signé? Quand vous faites un nouveau cadre, il y a des dispositions transitoires qui, pour être appliquées, doivent être connectées avec les anciens contrats. Et là, vous mettez sur la table la discussion. Est-ce que ce contrat est léonien? Est-ce qu'il est trop déséquilibré? Est-ce que les intérêts du Sénégal sont pris en charge? Est-ce que, parce qu'il y a eu des pots de vin ou bien parce qu'il y a eu des arrangements, c'est des clauses qui ont été prises et qui sont manifestement contraires à l'État, aux intérêts du Sénégal? Et en ce moment-là, vous renégociez. Ils vont être d'accord. Ils ne vont pas aller en arbitrage pour ça. Parce que si vous allez en arbitrage avec un déséquilibre organisé sur la base de choses louches, vous allez perdre. Non seulement vous allez perdre ce dossier-là, mais vous allez perdre au niveau international. Parce que c'est votre réputation. Les décisions arbitrales, ça fait le tour du monde. Donc les hommes d'affaires qui dirigent, qui se battent, ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas contre les renégociations. Ils sont contre l'arbitraire. Et Sonko est un juriste. Et il est entouré d'hommes et de femmes mûrs comme lui, qui savent, on ne va pas venir dire, bon, prenez vos bagages, allez-y les Français, allez-y les Chinois. Mais ça, c'est de la caricature. Boubacar Camara est notre invité, superviseur général de la campagne du candidat Ousmane Sonko. On va parler chiffres un peu, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec un programme, des actions prioritaires chiffrées. Alors, une des propositions phares de cette campagne, émise par Ousmane Sonko, était de porter les congés de maternité, post-maternité pour les femmes, de 3 à 6 mois. Vous le savez très bien, c'est des mesures qui coûtent parce qu'il faudrait bien que quelqu'un paye. Ce ne sera certainement pas que de la poche des entreprises, des patrons. Et souvent d'ailleurs, ce genre de mesures a l'effet corollaire de restreindre un peu la progression de la représentation des femmes, puisqu'on le sait, les entreprises, plutôt que d'avoir du personnel féminin qui va peut-être être très absent de l'entreprise, pourront préférer peut-être avoir que des hommes. C'est très anti-progressiste, disons, quand on veut libérer la femme. Comment cette mesure va être articulée? Et surtout, est-ce qu'elle est chiffrée? C'est surtout ça le débat. Alors, la première chose, c'est que quand cette mesure sort de la bouche de Ousmane Sonko, tous les gens qui disent qu'il est anti-féministe, etc., doivent quand même se poser des questions. Rassurez-nous, c'est pas pour ça qu'il l'a sorti. Non mais attends, je vous dis, ça c'est une mesure quand même qui est incompatible avec l'idée de dire que les femmes c'est zéro,
etc., ça ne compte pas. Rassurez-moi, c'est à vous de me rassurer que quand même c'est ça. Cette mesure entre dans la protection de l'enfant. L'enfant doit être protégé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'enfant est abandonné très rapidement pour sauvegarder un emploi par la femme. Et donc, il y a cette nécessité d'allaitement maternel pendant 6 mois au moins. Tous les experts sont d'accord sur les vertus de cette mesure. Et cette mesure est incompatible avec l'encadrement qui a été fait de l'absence de la femme avant l'accouchement et après l'accouchement. Ce n'est pas le nombre de mois qui est important. Le problème, c'est le mécanisme qu'il faut mettre en place et comment le supporter, soit par la caisse de sécurité sociale, soit par un fonds de soutien social derrière, et aussi que cette mesure ne soit pas un facteur de discrimination à l'embauche par l'employeur, qui se dit, comme c'est une femme avec des congés de maternité qui sont assez longs, je préfère prendre un homme à la place. C'est tout un mécanisme. Il y a une batterie de mesures derrière qui peuvent, à la fin, après toutes les régulations, arriver à une façon de prendre ce congé. Il n'est même pas exclu que l'homme puisse bénéficier de ce congé-là, d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est une mesure phare qui, 1, protège l'enfant, 2, permet à la femme de bien se reposer, de bien se considérer comme sauvegardant un minimum de revenus et pouvant reprendre son boulot sans discrimination. C'est une très belle mesure. Monsieur le ministre, et quel est l'intérêt pour les entreprises? Je dis, monsieur le ministre, non, voilà. L'intérêt pour l'entreprise, c'est d'avoir des hommes, des femmes qui s'intègrent harmonieusement dans l'entreprise en tenant compte des réalités qu'ils ont. Aujourd'hui, si vous avez une femme qui est dans une entreprise, qui revient au boulot, qui a une heure d'allaitement, qui ne peut pas mettre en œuvre. Vous voyez les transports que vous avez pour revenir au boulot. Il y a des retards partout. Il y a le rendement de la femme qui vient d'un accouchement. Mais c'est clair, l'entreprise se plaint plus du rendement faible de la femme qui vient de l'accouchement. Alors là, la politique de Sonko dans cette affaire-là, c'est de mettre des crèches qui sont accolées aux entreprises. Un système de crèches accolées aux entreprises. Et c'est ça qui vient compléter les mesures qui vont les rendre tout à fait possibles. Mais en attendant que l'ensemble de ces crèches-là fassent le tour du pays, il faut faire une connexion entre la durée. Donc on met une durée maximale qui va être connectée en fonction des secteurs d'activité, en fonction des zones, en fonction de la pénibilité du travail de la femme. C'est une mesure calculée. On n'a pas dit demain Sonko passe au pouvoir, ça y est, c'est fini, 6 mois, allez vous déserter les entreprises. Ça ne se passe pas comme ça. C'est quoi vous avez créé encore parce que je ne vois pas en quoi l'État va s'occuper de mettre en place des crèches accolées aux entreprises publiques ou privées. Est-ce que c'est une réplique de case des tout-petits qu'on va multiplier à suffisance? Non, en fait, c'est case des tout-petits, c'est une autre tranche d'âge. C'est à partir de 3-5 ans. Ça aussi, ça a toute une vertu. Vous savez un peu ce qui se passe avec ces jeunes pour l'intégration de la petite enfance. Il y a quand même, il faut 42 milliards pour que les enfants de 3 à 5 ans soient pris en compte. C'est les parents qui payent pour l'intégration de la petite enfance. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de case des tout-petits. Tu mets en place un système. Tu dis, idéalement, voilà le système pour la femme 6 mois. Si rien ne se passe. S'il y a des mesures alternatives qui permettent de tempérer les difficultés de la femme après l'accouchement ou avant, vous les mettez en œuvre. Et au fur et à mesure que ces dispositions sont en place, que tu encourages, que tu peux faire financer par l'entreprise, que tu peux faire financer par des fonds d'aide sociale aux personnes vulnérables, vous les faites financer et au fur et à mesure, il y a un choix à faire par la femme. Il dit, ok, moi compte tenu de tout ça, j'ai pas de problème. Je préfère, moi, garder, j'ai une domestique qui est correcte, que je connais très bien. Je ne prends pas les 6 mois, je prends 2 mois, je prends 3 mois. Alors ça semble facile dit comme ça, quand vous dites que vous fassiez financer par l'entreprise, je n'en vois pas une entreprise dont les patrons sont des enfants de cœur, qui vont applaudir à sortir encore de l'argent pour financer une mesure sociale. Non, quand je dis non, c'est quand vous mettez en place un mécanisme aussi, il faudrait que quelqu'un paye. Est-ce qu'elle est chiffrée cette mesure en fait? Non, ce qui est fait, c'est qu'on a dit il y a des personnes vulnérables. Comment
les personnes vulnérables, ce n'est pas seulement la femme qui vient d'accoucher. C'est également les personnes à mobilité réduite. C'est les retraités. Avec les retraités, on a le minimum vieillesse. C'est les gens qui sont des blessés de guerre. C'est des gens qui ont perdu leurs parents, les orphelins. C'est des personnes vulnérables. Cette catégorie de personnes vulnérables va bénéficier d'un fonds de soutien qui sera une forme de fonds d'investissement qui est financé par plusieurs ressources, plusieurs types de ressources qui sont des retombées d'autres secteurs. Par exemple, sur les produits pétroliers, les négociations qu'on a, etc. Il y a une partie de ces fonds, comme on le fera pour l'habitat, qui va venir dans ces fonds-là et qui vont être des leviers mis sur le marché financier qui permettent d'avoir une ligne de crédit pour aider l'entreprise sur le plan fiscal. On dit on échange. On échange sur le plan fiscal. Si vous faites ça, vous avez tel impôt, on va mettre des impôts dégressifs en fonction de votre participation à la vie sociale. Donc ça, c'est clair. On ne dira pas à l'entreprise, sortez de l'argent supplémentaire. On ne dira pas à la caisse de sécurité sociale, sortez de l'argent supplémentaire. Non. Maintenant, on met en place un mécanisme qui permet à la femme de choisir une vie normale, qui est compatible avec une vie de famille et une vie dans l'entreprise. Et c'est pour ça que le schéma-là est proposé. Ici, les gens ils critiquent les mesures, simplement, sans voir, sans demander des explications, sans savoir ce que les gens veulent faire. Et nous, on ne fonctionne pas comme ça. Sur l'économie, Mohamed, c'est une bonne transition, je crois. Alors, on a pensé pendant très longtemps que ce qui sous-tend l'économie, c'était l'agriculture et qu'il suffisait certainement de booster la production, l'arachide, pour ne pas citer un secteur, le secteur arachidière. La production a été portée à 1 400 000 tonnes. C'est même pas évident, ça. Apparemment, alors c'est des chiffres officiels que malheureusement on est obligé de faire avec, mais ça ne se fait pas ressentir, on va dire, chez le petit agriculteur qui est encore dans le fin fond du Sénégal et qui attend le camion des points de collecte pour enlever la production. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le programme Ousmane Sonko, et je laisserai Mohamed aussi appuyer la question s'il le faut, est-ce qu'il s'agit juste de dire on va appuyer la production, on va booster la production arachidière, on va faire du riz à suffisance? On est concurrencé jusque sur notre territoire par le riz étranger. On n'arrive pas encore à écouler l'huile produite par la Sonacos puisque personne n'a encore trouvé la façon de vendre l'huile produite localement moins chère que l'huile importée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Ousmane Sonko fera? Oui, vous voulez appuyer la question? Oui, en fait, non, c'est juste pour corriger. Ce n'est pas qu'on ne parvient pas à écouler notre huile. C'est-à-dire que nous ne consommons même pas l'huile que nous produisons. L'huile que nous produisons va à l'étranger, vendue plus cher, pour pouvoir nous acheter de l'huile de très mauvaise qualité que nous consommons ici. On ne fait pas le débat entre nous. Non, justement, non, c'est juste un stock qu'il n'arrive pas à écouler parce que l'huile de la Sonacos s'est vendue 1200 pendant que la production étrangère. Non, Abdoulaye, ce n'est même pas ça la question. La vraie question, en fait, la Sonacos est à l'article de la mort. Elle est même en voie d'être reprivatisée parce que l'État n'a pas su mettre en place des programmes qui sous-tendent la solidité de cette entreprise. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de sacrifier notre arachide, de l'envoyer en Chine pour pouvoir gagner de l'argent. Justement, c'est là que ça devient intéressant. Aujourd'hui, vous parlez d'industrialisation, ce qui est un volet très important pour asseoir une autosuffisance dans l'agriculture. Comment, par quel mécanisme vous allez faire? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, vous l'avez dit, je vous ai suivi, vous aussi vous avez dit, nous sommes un pays pas industrialisé. Nous sommes un pays désindustrialisé. Nous étions le pays, le Sénégal, qui avait la plus forte industrie de l'Afrique de l'Ouest. On l'a tué pour certaines raisons. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez, puisque c'est dans votre programme, pour réindustrialiser le secteur? Alors, notre démarche a été très claire. On a dit quelles sont les contraintes de l'agriculture. Première contrainte, c'est le sol. Aujourd'hui, la qualité des sols se dégrade tous les jours parce qu'il n'y a aucune politique de régénération. Excusez-moi, M. Camara, sur ce point, je crois que le diagnostic a été fait. Le problème, Abdoulaye Wade a voulu créer ici l'Institut de pédologie parce que justement, il y avait ces problèmes. Mais c'est-à-dire, nous, ce que nous attendons aujourd'hui, ce n'est pas qu'on nous fasse un beau diagnostic. Le diagnostic, Yondo Yokouté nous a donné un beau diagnostic qui a abouti au PSE et qui, jusqu'à présent, ne nous produit rien. Qu'est-ce que vous nous proposez de solutions? C'est ça, je viens. Le sol, le statut juridique de la terre.
Nous proposons une réforme foncière. L'État a abandonné ce projet de réforme foncière. Cette réforme foncière va permettre aux paysans de pouvoir garantir la terre pour avoir des revenus. Le financement dans l'agriculture, c'est 5%. Et c'est un financement qui n'est pas fait par l'État, qui n'est pas fait par les banques classiques, parce que leur système de garantie n'est pas compatible avec les revenus des agriculteurs. Oui. Donc, c'est juste par les petits organismes qui font l'État. Les banques ne font que 11% de l'ensemble de ce financement. Avec ce financement faible de l'agriculture, tu as un problème. Pourquoi c'est faible? Parce qu'il n'y a pas de garantie. Il fait une réforme foncière, de sorte que le paysan qui vit de sa terre puisse garantir cette terre pour avoir un financement. Ça, c'est une réforme importante. Il aura des revenus. Les contraintes, c'est les infrastructures, les pistes de production, les infrastructures qui permettent, vous avez vu dans la vallée, vous récoltez votre riz, la pluie vient, vous perdez votre production. Parce que il n'y a pas de stockage. Nous allons investir un réseau pour le stockage. La commercialisation, il faut pouvoir les routes, les réseaux de transport pour amener le produit vers les marchés d'échange. Comme le dit en Wolof, Bay Dundé, Bay Dench, Bay Weke, Bay Diaye, Bay Sopi. Tu dois pouvoir faire tout ça, transformer, vendre, échanger. On aura une banque agricole qui permet d'échanger des produits. Si vous avez votre niébé, votre sorgho, votre fognon et tout, et que vous n'avez pas d'arachide, vous pouvez, avec le stock que vous déposez à cette banque, avoir votre papier et faire vos échanges. Avec une modernisation de tous les loumans. On a un programme extraordinaire sur ça, avec des échanges organisés. La terre, tu la maîtrises. Maintenant, l'État, pour avoir de la transformation, doit permettre aux entreprises qui transforment d'avoir le produit. Donc, il y aura des champs qu'on a appelés en son temps d'ailleurs Tolubourg. C'est de grands espaces que l'État attribue à ces entreprises-là, qui font travailler des paysans et qui seront payés du 1er janvier au 31 décembre, comme des ouvriers agricoles. Ils travailleront une partie du temps dans ces champs et une partie du temps, ils iront faire le travail dans leur lopin de terre. Et le produit, justement, de ces champs sera envoyé à ces entreprises pour la transformation industrielle. Et c'est cette transformation industrielle qui doit être consommée en priorité, avec la protection de nos frontières, avec une renégociation de certaines dispositions de l'UEMOA, de la CEDEAO. Voilà un schéma. Mais, M. Camara, s'il vous plaît, vous semblez oublier qu'il ne pleut que 3 mois dans l'année au Sénégal. Mais justement, et que c'est un dégressif des dernières années. C'est ça que je vous dis. Donc, ça, c'est la contrainte 1, c'est la terre. La contrainte 2, régime juridique de la terre. Troisième contrainte, l'organisation. Mais il y a l'hydraulique rurale. Aujourd'hui, on a de l'eau à gogo au Sénégal. De l'eau pluviale, qui n'est pas exploitée dans les bassins. De l'eau souterraine. Mais on a eu tellement de projets d'eau qui n'ont pas été utilisés. C'est cette eau qu'il faut sortir de terre. C'est cette eau qu'il faut conserver pour organiser la culture du 1er janvier au 31 décembre. Dans certaines zones, 3 mois dans certaines autres qui sont assez difficiles, 4, 5, 6 dans certaines zones. Et en fonction de ça, vous répartissez les cultures. Et au niveau des grandes villes, autour des grandes villes, vous développez ce qu'on a appelé, nous, une agriculture urbaine. Pour que les jeunes puissent retourner à la terre, il faut qu'ils aient les mêmes façons de vivre que dans les villes, qu'ils puissent se connecter à Internet, charger leur portable, etc. Aller au champ, à quelques kilomètres derrière la ville, avec la culture maraîchère, avec une autosuffisance, parce que vous ne pouvez pas avoir d'autosuffisance alimentaire si vous ne produisez pas suffisamment. On va faire une révolution agricole incroyable avec le programme. Tout ceci a été dit dans un passé récent, si on se rappelle de l'histoire de Prodac, qui est ce qu'il est, qu'elle est. Mais alors, concrètement, si par exemple vous arrivez au pouvoir, parce que ça, il faut des investissements colossaux. Non, non. Si. On a l'argent, on a tout ce qu'il faut au Sénégal. Je vous arrête tout de suite. J'ai l'impression d'entendre Berthoud dans son arrivée au pouvoir. C'est un honneur que vous me faites. On a tout ce qu'il nous faut au Sénégal. On a tout ce qu'il nous faut. Et aujourd'hui, avec le pétrole, je vous dis tout simplement, 80 000 milliards pour le pétrole. Vous prenez 8 000 milliards, vous avez réglé tout le système éducatif. Mais le pétrole n'est pas encore exploité, M. Camara. C'est exploité. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez une richesse attestée. Avec ça, vous avez toutes les lignes de crédit. Il faut savoir négocier. Ouais, mais on vous entend souvent critiquer le régime comme quoi il est en train d'hypothéquer les revenus. On va changer ça. Ne vous en faites pas. On va récupérer. Mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, mais on va récupérer. C'est pour ça que vous voyez un peu la pertinence de la critique de Sonko. Il dit, si je ne récupère pas mes richesses, on ne peut pas être assis sous du diamant et aller commander du fer.
Ce n'est pas possible. Il faut d'abord faire en sorte que les richesses puissent être utilisées dans l'intérêt du Sénégal. Et voilà sa critique. Ce n'est pas une critique anti-française, anti-européenne, anti-ceci, anti-cela. C'est une critique pour le Sénégal. Alors, concrètement... Tu me demandes où je trouve l'argent? Non, concrètement, vous arrivez au pouvoir en 2019. Dans combien d'années verrons-nous le fruit de ce que vous avez fait? Très bien. Alors, quand on arrivera au pouvoir, les premières mesures concerneront les mesures institutionnelles. Ça, dans les 6 mois, on va faire tout le développement. On n'a promis à personne que dans 6 mois, on va avoir le truc. Non, ce n'est pas possible. Ce que Ousmane Sonko promet, c'est que dans 6 mois, toutes les réformes pour la gouvernance institutionnelle, le dispositif électoral, l'indépendance de la justice, une administration neutre. Concrètement, l'indépendance de la justice, vous faites quoi? Si tu veux, j'enchaîne. L'indépendance de la justice, c'est très simple. Il faut que la politique s'arrête à la porte du palais. Pour que la politique s'arrête à la porte du palais, il faut que le procureur de la République puisse, au moins sur les questions de gouvernance et les questions politiques, être libre par rapport à l'exécutif. Il y a plusieurs schémas possibles. Nous, en tout cas, on va sortir le président du Conseil supérieur de la magistrature, on va sortir le ministre de la Justice de ce Conseil supérieur de la magistrature. Il ne faut pas qu'il y ait des pressions sur les affectations et qu'on les mette dans d'excellentes conditions pour qu'ils puissent librement agir. Et derrière, on aura un système de sanctions extrêmement sévère pour ceux qui seront en dehors des normes. Ça, c'est pour la justice. Donc, ça, c'est le type. Mais les mesures économiques que nous allons ont un temps de maturité. C'est des temps de maturité. Sur le financement, on a les leviers de financement, le levier fiscal, on en a parlé, le levier de nos ressources humaines, on en a parlé, le train de vie de l'État, il y a des mesures qu'on va, la suppression de certaines institutions, et comment on va récupérer l'argent, et la façon dont l'argent est dépensé, tout ça, c'est des leviers extrêmement importants. Ça permet d'avoir les bases, de faire les réformes. Il y a des réformes qui prennent du temps, il y a des réformes qui prennent moins de temps. Et des pilotes, tu ne viens pas dire aujourd'hui on arrête, tu fais des pilotes par zone, tu fais des pilotes par région pour voir les tests, faire des évaluations. C'est comme ça qu'il faut évoluer. On ne vient pas dire on casse tout, etc. Mais Sonko est un haut fonctionnaire, il sait comment fonctionne l'État. C'est un homme qui a de l'expérience, contrairement à l'image qu'on a voulu faire passer et tout. Donc on ira pas à pas, de façon sûre. Au bout de 5 ans, vous vous rendrez compte. Et au bout de 5 ans, quand on va revenir pour demander le pouvoir, Ousmane Sonko va demander aux Sénégalais, il ne va pas faire comme Macky Sall, je vais faire ça, non. Il va dire, monsieur, vous m'aviez élu, c'est ça que j'avais promis. Jugez, si vous êtes d'accord, je continue. Et s'il continue, au bout de 10 ans, on a un autre Sénégal. Vous gardez le mandat de 5 ans? Ah oui, on garde le mandat de 5 ans. Ce n'est pas un choix, mais c'est le chrono qui nous impose, bien sûr, de nous arrêter à certaines thématiques. Nous aurons aimé évoquer l'éducation, avec toutes ces crises cycliques dans l'enseignement. Nous aurons aimé évoquer plus en profondeur, certainement, les questions de bonne gouvernance, les questions de santé. Il faut quand même évoquer la personnalité de celui qui incarne l'État, notamment des candidats qui sont en place de demander le suffrage des Sénégalais. L'une des critiques, on l'a évoqué en filigrane en début d'émission, l'une des critiques faites à Ousmane Sonko, c'est sa jeunesse, son inexpérience de l'appareil d'État, même s'il a été au cœur d'une administration fiscale pour ne pas la nommer. Mais pour beaucoup, cela ne suffit pas à faire la stature d'un homme d'État. Est-ce que c'est une limite par rapport à d'autres qui ont déjà pratiqué l'État? Ça ne vous a pas rebuté pour aller vers Ousmane Sonko? Oui, d'abord, la jeunesse, toutes les personnes au Sénégal, si vous voyez l'histoire du Sénégal, l'histoire de nos grands cheikhs, Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi El Hadji Malick, Cheikh Abdoulaye Niass. Des immortels, hein? Bon, immortels. Nous, on est des mortels, hein? Non, mais attends, je me confonds dans mais le attendez, même que vous, Ousmane Sonko. Ce qu'ils ont réalisé, c'est dans leur Souleymane. jeunesse. C'est dans leur jeunesse qu'ils l'ont réalisé. C'est dans leur jeunesse qu'ils l'ont réalisé. Autour de 30-33 ans, ils avaient tout fait. Alexandre le Grand, vous l'avez suivi. Napoléon, vous l'avez suivi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous l'avez suivi. Mais attendez, arrêtons ce discours sur la jeunesse. C'est grave, on a une population jeune. Il faut faire la promotion des jeunes. Je me rappelle encore, quand j'étais nommé directeur général des douanes, il y avait tout un pan qui disait, ouais, c'est un jeune, il n'a pas d'expérience. Mais il n'a pas d'expérience de directeur général parce qu'il ne l'a jamais été. Sonko n'a pas d'expérience de président de la République parce qu'il ne l'a jamais été. Qui l'a été? Il n'y a que 4 personnes qui l'ont été au Sénégal.
Mais il faut l'avoir. Mais est-ce que c'est Sonko qui va diriger, qui va dire A, c'est A, B, c'est B? Il a une équipe de gens mûrs, il a une administration à sa disposition, une justice à sa disposition. Arrêtons ce débat sur la maturité, arrêtons ce débat sur la jeunesse, s'il vous plaît. Sonko a les skills qu'il faut pour diriger un pays, il l'a montré. Il a les skills qu'il faut pour faire le plus difficile, se faire accepter et être dans le cœur des Sénégalais. Il a la fougue. La fougue de la jeunesse peut-être, non? C'est pas une fougue. C'est pas une fougue. Ce que Sonko a, c'est la pertinence. Pourquoi on l'écoute? Pourquoi on parle aujourd'hui de Sonko? Parce qu'il s'est imposé. Il y a des gens, si ça dépendait que d'eux, c'était fini. Ils l'ont radié de la fonction publique de la façon dont vous savez. Ils ont voulu le détruire en disant son discours est nul. Aujourd'hui, tout le monde l'écoute. Il est candidat. Il doit nous diriger. Préparons-nous à l'accepter comme président. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut faire. Et maintenant, quand il est président, ce qu'on te demande d'être, c'est un régulateur. Il ne sera plus chef de parti. Déjà, c'est un homme à qui on demande d'être impartial. C'est un engagement, ça, de ne plus être chef. Ça, c'est dans notre programme. D'accord. On va lui demander, monsieur, d'être juste pour l'intérêt du Sénégal. Il a déjà dit. Qu'est-ce qu'on attend de lui? On va l'évaluer. Vous pensez que tous les gens qui ont soutenu Sonko vont le laisser faire ce qu'il veut? Est-ce que déjà, dans sa vie de tous les jours, vous l'avez vu faire ce qu'il veut? Vous pensez à quelqu'un à qui on a laissé faire ce qu'il veut? Mais au Sénégal, on laisse les présidents faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont un pouvoir énorme. Nous allons réduire les pouvoirs du président de la République. Comment? Par d'autres assises? En dehors des partis, non, on n'a pas besoin d'assises. On s'est tellement réunis, c'est fini, quoi. Ça, c'est le pouvoir qu'on va réduire. Parti, son pouvoir sur la justice, ça part. Et ça, c'est deux pans extrêmement importants. Sur l'administration, nous avons un projet de mettre en place de grandes directions générales avec un appel à candidature coiffé par des secrétaires d'État. Et il y aura une shortlist et le président va choisir entre les trois. Il n'y aura plus de nomination politique. Et des règles seront fixées pour les directeurs et les directeurs généraux de s'éloigner de la politique. Quelqu'un qui organise un système comme ça, mais il veut travailler. Donner la chance à Sonko pour que le Sénégal change. Donner la chance à la rupture. On n'a jamais été dans une condition. Les enjeux de 2019 aujourd'hui se résument en un seul mot, Sonko président. Monsieur le ministre, j'ai du mal, monsieur le ministre, mais ce sera peut-être le cas dans, je ne sais pas. Les postes n'ont aucune importance pour moi. Dites-nous, alors, on est à la première semaine de cette campagne électorale. On va la boucler, bien entendu, la campagne. Le scrutin a lieu le 24 février. On peut tout imaginer. Au cas où Ousmane Sonko n'est pas qualifié dans un second tour, qu'est-ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, on est en train de vivre des élections anormales. Des élections qui ont été organisées sur la base d'un nouveau dispositif électoral fabriqué unilatéralement par Macky Sall à travers les cartes électorales qu'il a fusionnées. On a eu une occasion de faire une fusion, confusion, rétention de cartes, transfert d'électeurs. On ne sait pas ce qu'il y a dans son fichier. Donc tout peut arriver. On peut voir des résultats préfabriqués. Deuxième problème qu'on a, c'est le ministre de l'Intérieur qui est revenu dans le jeu. Et il persiste à garder. Ça, c'est une incertitude. Personne ne peut être sûr de ce qu'il fera. Il a la main sur la DAF, la direction de l'automatisation du fichier, qui établit le fichier et qui fabrique les cartes, qui fait la carte électorale. Ça, c'est un vrai sujet. Troisièmement, nous avons le parrainage. Les conditions dans lesquelles ils ont contrôlé le parrainage et les résultats que ça a donné, ça augure que tout peut arriver. Maintenant, le rôle des démocrates, c'est de se battre pour que les victoires ne soient pas volées, pour rattraper ce qu'on peut rattraper. Cette réserve étant faite, si on arrive à une solution, si on arrive à des résultats où l'opposition, on a un candidat de l'opposition au deuxième tour, ce qui est fort probable, parce qu'un deuxième tour, je pense que si on regarde bien les choses, est tout à fait possible. L'autre hypothèse à laquelle beaucoup de gens refusent de réfléchir, c'est qu'on ait un deuxième tour sans le président Macky Sall. Et ça, c'est tout à fait possible.
nous, dans tous les cas, nous resterons sur les principes. Nous resterons sur les principes de notre programme, nous resterons sur les principes de la rupture. On placera tout ce qu'on pourra placer de notre programme. Et on fera des soutiens de principe. Si c'est Macky Sall qui vous propose de... Non, Macky Sall, hors de question, franchement, il a réglé le problème. Alors, Macky Sall, on l'a noté, on l'a jugé, on l'a noté, on va l'aider à partir calmement. En 30 secondes, vous faites la question en 15 secondes, il répond en 30 secondes. Justement. Alors, vous avez parlé des réformes sur les plans institutionnels en dégageant le procureur du juge du ministère de la Justice. Sur certaines questions. Sur certaines questions. Vous faites sortir le président de la République du CSM. Ouais. Alors, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas encore entendu les opposants se prononcer. Le mode d'élection des députés au suffrage, le fameux Raogarou. Personne n'en parle. On en parle que lors des élections. Non, tout le monde en parle. Dans les programmes de parti, nous, ce qu'on va faire... Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Ensuite, deuxième question, est-ce que allez-vous détacher l'organisation des élections du ministère de l'Intérieur? Ah oui, non, on aura une haute autorité pour l'organisation des élections, on aura une haute autorité pour la démocratie et on aura un mode de scrutin plus équilibré pour que les députés soient élus par leur circonscription. Ça, c'est une réforme que nous allons mettre en œuvre et ça, c'est très clair parce que les députés ne sont pas des députés du président. Mais le président n'est plus chef de parti, donc il n'a plus ce pouvoir de nommer. Ça change tout. Donc c'est la circonscription. Je vous dis, sur ces questions-là, nous avons interrogé nous. Nous, ce qu'on demande, c'est demandez-nous ce que nous allons faire. Ne nous prêtez pas des mesures que nous n'avons pas. Quelqu'un m'a dit, oui, moi j'ai choisi tel candidat parce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé des assises nationales. Alors que toute notre réforme constitutionnelle est fondée sur les conclusions des assises nationales. J'ai dit, avant de nous critiquer, avant de vous inquiéter pour la cause, assurez-vous du fait. Demandez-nous ce que nous voulons faire et comment nous allons le faire. Et nous avons un programme établi à ce niveau. Écoutez-nous plus et vous comprendrez que Sonko est venu au bon moment. Boubacar Camara, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Les deux à la fois. Les deux à la fois. La mauvaise, c'est que c'est fini, cette émission. Ouais. La bonne, c'est que la campagne n'est pas encore terminée Ouais. et qu'il y a encore des voix à aller chercher. Nous avons un fichier de 6 300 000 et quelques électeurs. Alors, en 30 secondes, est-ce que vous faites confiance au ministre de l'Intérieur qui dit qu'à ce... Attendez, laissez-moi. Bon, c'est un jugement a priori. Qui dit qu'à ce jour, on est à plus de 95% de retrait des cartes et qu'il ne reste... Je n'ai aucune confiance au ministre de l'Intérieur. Je ne crois pas. Je n'ai aucune confiance à la parole du ministre de l'Intérieur, à la parole du président. La seule chose qui est claire, c'est qu'il a dit que sa mission, c'est de faire réélire le président au premier tour. Je ne le considère pas comme un arbitre. Boubacar Camara, superviseur général de la campagne du candidat Ousmane Sonko, nous étions très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous, échange d'idées programmatiques bien entendu. Et c'est ce que nous souhaitons dans cette campagne électorale pour aider les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, à faire le choix, le bon choix. On ne sait pas c'est lequel le bon choix. Merci à Souleymane Kane d'avoir été avec nous. Mohamed Gueye, on se retrouve en tout cas très prochainement, c'est sûr, pour d'autres enjeux 2019 sur Séné+. Merci à toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission et à très prochainement sur la plateforme Séné+.